auditeurs, bienvenue à ce 15e numéro de Lola Kayaouele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Outafitia Amani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Mathieu Mamiki, docteur en sciences politiques, professeur de l'Université de Kisangani et consultant de PAX pour le Bazouélé. Avec lui, nous analysons les conséquences de la recrudescence des violences communautaires à Ango dans le Bawélé. Monsieur Mathieu Mamiki, bonjour. Bonjour. En septembre 2023, des éleveurs nomades Bororo ont été la cible de manifestants en colère qui ont incendié leur campement dans le territoire d'Ango. La veille, un motard transportant 2 personnes avait été la cible d'une attaque qui lui avait coûté la vie, blessant une autre personne. Ce n'est pas la première fois que les conflits opposent les membres des communautés locales et les pasteurs nomades Peul Bororo dans la région. Entre juillet et août de la même année, ces conflits avaient provoqué un déplacement massif des populations dans les territoires de Dungu, dans le Ouélé. Alors, qu'est-ce qui explique la résurgence des violences communautaires dans les territoires d'Ango, Monsieur Mathieu Mamiki? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette recrudescence de la violence. C'est notamment d'abord la mauvaise gestion de la problématique Mbororo. C'est depuis longtemps que la population est en train de réclamer à ce que ce peuple ou ces éleveurs Mbororo soient encadrés. Mais malheureusement, le pouvoir congolais ne parvient pas à se déterminer par rapport à la gestion de ces éleveurs Mbororo. Ce qui fait que la population se trouve abandonnée, la population ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de ces éleveurs qui commencent à envahir leur milieu, et aussi parce que ces mêmes éleveurs commencent un peu à se comporter comme si ils étaient qu'ils étaient des propriétaires terriens des milieux où ils vivent, et ils réclament comme quoi, ils disent comme quoi que non, ils ont obtenu ces étendues-là sur base des accords avec les autorités locales, mais ces autorités ne reconnaissent pas avoir conclu un quelconque accord avec ces éleveurs Mbororo. Voilà pourquoi il y a donc un méli-mélo, il y a un désordre, il n'y a pas une bonne information sur la gestion de ces Mbororo et des revendications de la population, notamment la population des Ango principalement, où les Mbororo sont plus nombreux que partout ailleurs. Et c'est d'ailleurs leur piste d'entrée en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire que la problématique Mbororo ne constitue pas une priorité pour l'État congolais? Je ne vois pas jusque-là. Parce que depuis que ces Mbororo sont dans les 2 provinces, notamment dans les Bas-Ouélé et dans les Haut-Ouélé, lorsque vous parlez avec les autorités provinciales, elles vous disent que le gouvernement central ne fait pratiquement rien par rapport à la gestion des Mbororo. Donc jusque-là, nous ne voyons pas des signaux exacts du gouvernement central par rapport à la gestion de Mbororo dans les 2 provinces de Bas-Ouélé et de Haut-Ouélé. Alors, quels sont les acteurs impliqués dans la résurgence des violences à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure? Principalement, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont des acteurs principaux parce que ce sont eux qui subissent les actions des Mbororo. Et le jeune, pourquoi? Parce que le jeune constitue une catégorie des populations, je dirais, qui souffrent de problèmes de chômage. Et c'est que ces jeunes trouvent que les Mbororo, en venant dans le territoire de Bas-Ouélé et de Haut-Ouélé, avec leurs bêtes, menacent leurs actions, menacent leurs activités. Parce que quand vous arrivez, par exemple, dans le village de Amadi, vous trouvez que les Mbororo, à ce niveau-là, commencent à faire même les taxis-motos. Or, les taxis-motos, c'est parmi les activités des jeunes pour leur survie et pour leur auto-prise en charge. Mais lorsque les Mbororo font aussi, les jeunes Mbororo font aussi des taxis-motos, les jeunes de ces territoires-là n'approuvent pas cela. En plus de cela, les Mbororo, comme ils sont un peu plus riches, lorsqu'ils arrivent dans des marchés, alors ils achètent presque tous les biens, et lorsqu'ils ne parviennent pas à avoir tout ce qu'ils veulent, ils peuvent même aller dans des champs pour récolter les semences des jeunes qui sans leur autorisation. Voilà un peu la problématique des acteurs, des principaux acteurs que sont les jeunes. Mais deuxièmement, vous avez aussi les autorités locales, notamment
notamment les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers sont entre l'enclume et les marteaux. Pourquoi je dis ça? Parce que elles reçoivent des injonctions des autorités provinciales pour laisser en paix les Mbororo. Or, ces autorités sont maintenant mal vues par la population, comme quoi ce sont elles qui favorisent la persistance des Mbororo dans leur milieu. Troisièmement, vous avez finalement les autorités provinciales qui, elles aussi, ne parviennent pas à avoir une idée précise sur la politique générale, la politique nationale de la gestion des Mbororo. Mais dans les Mbororo, eux aussi constituent des acteurs de la violence, parce que ce sont eux aussi qui créent la violence sur base de leur comportement vis-à-vis de la population locale, de la population d'accueil. Donc les Mbororo, disons avec leurs bêtes, envahissent les champs des populations locales. Les Mbororo aussi commencent même à un certain moment dans leur recherche d'intégration à violer certains principes, certaines coutumes des populations locales, ce qui fait fâcher aussi les populations locales. Les populations locales accusent les Mbororo aussi d'être des avant-gardes des milices de la RCA. Voilà pourquoi la population locale trouve que les différents crimes qui se commettent dans des brousses et même dans des villages sont des actions des Mbororo ou de leurs frères, parce que la population locale considère que les Mbororo ont des liens familiaux avec certains miliciens de la RCA. Voilà les grands acteurs. Je ne vais pas parler ici du gouvernement central qui reste tacite ou silencieux par rapport à cette problématique-là. Voilà un peu la cartographie des acteurs principaux dans la violence dans le Bas-Ouélé par rapport à la gestion de la problématique Mbororo. Est-ce que vous confirmez également que les Mbororo sont de mèche avec les milices qui sont actives en Centrafrique, ou ce sont simplement des suppositions? De plus en plus, ce ne sont pas nécessairement des suppositions, parce que lorsque vous parlez avec les Mbororo, ils affirment que certains miliciens sont leurs membres de famille. Ce qui fait que, mais ils ne participent pas aux actions de ces miliciens. Ce sont ces miliciens qui suivent leurs membres de famille qui sont des Mbororo en RDC pour peut-être la prise en charge. Ce qu'ils disent, donc, ils viennent ici pour prendre nos bêtes et aller renforcer leurs actions en RCA. Mais il faut dire qu'ils ont des relations familiales. Ils ont des liens familiaux, Mbororo et milices de la RCA. Mais en même temps, certains Mbororo disent qu'ils sont aussi la cible des milices Peul, et à un certain moment, et ils ont même affirmé que leur mouvement vers l'intérieur du pays était lié au fait qu'ils fouillaient la menace que représentait cette milice pour leurs activités. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme cela, que les Mbororo, s'ils ont fui la RCA, c'est notamment à cause de ces activités de milices, parce que les Mbororo sont des éleveurs. Les richesses, ce sont les vaches. Mais trouvant que l'insécurité qui se crée autour de ces miliciens-là, ils ne pouvaient plus continuer à rester en RCA. Mais comme je vous l'ai dit, donc certains miliciens sont des enfants des Mbororo, mais qui sont maintenant mêlés dans cette activité des milices pour certains acteurs politiques de la RCA. Mais alors les éleveurs, trouvant qu'il n'y avait plus possibilité de continuer à vivre dans cette insécurité, ils se sont déversés en RDC. Et voilà pourquoi certains de leurs enfants les suivent pour prendre des vaches et rentrer avec. Et là, ça constitue une insécurité pour les Mbororo. Les Mbororo, alors, à un certain moment, veulent trouver la sécurité auprès des acteurs de sécurité de la RDC. Donc, ils dénoncent à un certain moment certains miliciens qui entrent en RDC pour dire que non, Basi Bakoti, Batoana Yamabe. Ah, là, dans une certaine mesure, les Mbororo se protègent aussi contre ces gens-là. Mais alors, ça devient c'est toujours un peu difficile, parce que vous trouvez que dans ces milieux-là, notre armée n'a pas assez de militaires ou des agents de sécurité, ce qui fait qu'il y a un problème de gestion aussi de ces miliciens de la RCA en RDC. Ce n'est pas la première fois qu'un conflit oppose les membres des communautés locales et les pasteurs nomades Mbororo. Quels sont les facteurs structurels qui expliquent ces conflits? Les facteurs structurels, comme je l'ai dit, vous trouvez que les Mbororo se structurent déjà en RDC. Ils ont leurs représentants,
qu'on appelle les Ardo. Ce sont les Ardo qui constituent maintenant les répondants entre Mbororo, population locale et autorités locales congolaises. De l'autre côté, vous trouvez que les jeunes en RDC se structurent principalement autour de la société civile. Or, la société civile ne parle pas le même langage, ne veut même pas qu'on parle de Mbororo ou de leur intégration dans la province de Bas-Ouélé et de Haut-Ouélé. Et de l'autre côté, dans cette société civile, vous trouvez principalement l'église catholique. L'église catholique trouve que les Mbororo sont des envahisseurs. Et l'église catholique et toute la société civile, notamment dans les territoires de Dungu, ayant subi les actions de LRA, trouvent que les Mbororo peuvent aussi se comporter comme la LRA et à ce moment-là ne peuvent pas, cette société civile n'accepte pas à ce que les Mbororo puissent s'intégrer ou continuer à vivre en RDC. Il faudrait que la République démocratique du Congo prenne des mesures non seulement de leur encadrement mais aussi de leur rapatriement. Là aussi c'est difficile pour parler de leur rapatriement parce que vous trouvez que les Mbororo sont mosaïques. Ils viennent de plusieurs origines et que de plusieurs pays et que parler de leur rapatriement, vous allez les rapatrier où? Certains qui disent qu'ils viennent de la RCA. On va y revenir vers la fin avec l'émergence des milices à connotation communautaire, PEL et Azande qui alimentent les violences dans la préfecture centrafricaine de Yombomu. Peut-on craindre le risque de l'arrivée de ces rebelles dans les Ouélés? Si le gouvernement central ne parvient pas à bien gérer cette problématique, il y a des craintes. Mais la population congolaise n'est pas tellement pro ces mouvements-là. Quand vous arrivez dans les Bas-Ouélé, principalement dans les territoires d'Ango, ces mouvements-là n'est pas toléré par la population congolaise. Mais il y a des craintes à ce que comme cette population-ci commence à s'organiser, surtout autour de la société civile qui ne parle pas le même langage avec les autorités locales, il y a des craintes à ce que il y ait ramification. Mais est-ce que cette ramification va jouer contre ou pour les Mbororo, pour ou contre les populations locales? Ça, c'est difficile à le savoir parce que les Azandés, ils veulent plus rentrer dans cette problématique-là des milices ou des groupes armés. Je ne vois pas les populations du Bas-Ouélé s'attacher à ces mouvements-là parce que c'est une population qui a connu quand même assez de méfaits de la violence et surtout des rébellions. Je ne la vois pas s'embarquer dans ces mouvements de milices communautaires. Je ne le vois pas. En octobre 2023, des personnes revendiquant la création d'un groupe dénommé Union pour la Révolution de la Jeunesse dans les territoires d'Ango, URJA, ont adressé une lettre à l'administrateur du territoire d'Ango lui demandant de trouver une solution adéquate dans un bref délai pour qu'on n'arrive pas à la même situation que celle du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce que cette menace risque de déboucher sur l'émergence d'un groupe d'autodéfense dans les territoires d'Ango? Je ne vois pas. Ce sont simplement des ramifications de la société civile qui alimentent de tels propos. Parler des milices, monsieur, je pense que c'est un peu difficile parce que dans ces milieux-là, vous ne trouvez pas des fournisseurs d'armes pour que on craigne à ce qu'il y ait une violence telle que ce qui se passe dans le Nord Kivu, dans l'Ituri. Il n'y a pas tellement de groupes qui peuvent alimenter ces jeunes gens-là en armes. Ils vont se battre avec quelle arme, ils vont se battre avec quelle munition, je ne vois pas. C'est juste des revendications pour que, à un certain moment, le pouvoir central puisse prendre à cœur la problématique des Mbororo. Mais aussi, vous trouvez que lorsqu'ils adressent leurs mémos, ils adressent ça à l'administrateur du territoire. Mais l'administrateur du territoire n'a pas ces moyens-là. L'administrateur du territoire ne peut pas aujourd'hui déclarer à ce que les Mbororo puissent partir. C'est un problème national et même un problème régional. Donc, l'administrateur du territoire, c'est juste une victime parce que elle est là. Elle est là, une autorité locale, une autorité qui représente le gouvernement central, mais c'est au gouvernement central de prendre à cœur ces problèmes-là. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez trouvé que le gouvernement central n'en parle même pas, ni le gouvernement provincial. Et comme nous sommes en transition vers un autre mandat, donc nous pensons que dès que les choses iront, peut-être que durant le deuxième mandat, le président qui a été dans les Bas-Ouélé, je pense qu'il a suivi les cris des populations de Bas-Ouélé. Il pourra, dans la mesure du possible, avec ses homologues d'Afrique centrale et même d'Afrique australe, trouver des solutions sur ça. On y arrive. Que préconisez-vous pour mettre un terme aux tensions communautaires dans les Ouélé?
tensions communautaires, il faudrait que la société civile puisse comprendre que ces problèmes-là ne relèvent pas des autorités locales. C'est un problème national, un problème régional, un problème international. La société civile doit pouvoir comprendre cela. Les autorités locales ne trouveront jamais de solutions durables par rapport au problème des Mbororo. Il faudrait que, premièrement, la société civile puisse être au milieu du village, jouer son rôle de savoir que tout homme a les droits et des devoirs et que, quel que soit le fait que les Mbororo sont des étrangers, ils ne peuvent pas être tués de n'importe quelle manière. Aussi, deuxièmement, il faudrait que la population, la société civile aussi puisse éduquer la population locale de ne pas s'attaquer aux Mbororo et aux biens des Mbororo. Pour les Mbororo, c'est d'abord la vache. Or, si la population locale entre dans la forêt, tuer les vaches des Mbororo, les Mbororo à ce moment-là vont se trouver dans le droit de pouvoir se protéger. Et la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Les Mbororo, les vaches des Mbororo à un certain moment saccagent ou bien envahissent les champs des populations locales et en répression, les populations locales s'attaquent à ces vaches-là. Donc il faudrait que la société civile puisse être au milieu du village, éduquer la population de sorte à ce qu'elle ne puisse pas s'attaquer aux biens des Mbororo et aussi avec les Ardo, c'est d'ailleurs un travail qui est déjà en cours, avec les Ardo, comment résoudre certains conflits liés par exemple à la destruction des champs des populations locales avec les Mbororo. Mais là aussi vous trouvez que les Mbororo à un certain moment commencent aussi à se plaindre par rapport au comportement de leurs Ardo. Les Ardo qui, on dirait, sont en train aussi de collaborer avec les populations locales pour taxer abusivement les Mbororo par rapport aux destructions des champs. Oui, vous avez dit que la gestion de la problématique Mbororo relève du gouvernement central et des institutions régionales. Alors, qu'est-ce que le gouvernement central et les institutions régionales devraient concrètement faire pour effectivement contribuer à l'émergence d'une transhumance apaisée ou surtout pour pacifier les relations entre la communauté Pelle établie sur le sol congolais et les communautés locales? À ce niveau, nous avons essayé de relever le fait qu'il faudra d'abord que le gouvernement central puisse déterminer le statut de Mbororo en République démocratique du Congo. Dans le temps, il a circulé l'idée comme quoi il fallait les cantonner. Et certaines personnes disent aujourd'hui que le cantonnement, c'est difficile parce qu'ils sont nomades. Troisième autre chose qui était là, c'était leur identification. Or, les Mbororo, comme nous ne cessons de le dire, ce sont des nomades. Il y a certains qui vont et viennent entre non seulement les deux provinces, mais aussi entre la RCA et la RDC. Ce qui fait qu'à un certain moment, vous allez trouver que non, un groupe qui était ici aujourd'hui ne l'est plus et il n'est même plus dans la province de Bazoul, n'est même plus en RDC, est déjà rentré en RCA et le lendemain, vous trouvez encore un autre groupe. Alors, à ce niveau-là, il faut que les deux pays, principalement la Centrafrique et la RDC, puissent très bien gérer les frontières. Tant que les frontières seront poreuses, ça sera difficile. Et quatrièmement, il faudrait que le gouvernement congolais, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le gouvernement congolais puisse sécuriser ses frontières avec la RCA. Ceux qui sont déjà en République démocratique du Congo, il faudrait bien les gérer, de sorte à ce qu'ils ne continuent pas à faire ces mouvements de va-et-vient entre la RCA et la RDC. C'est là aussi la grande crainte. Il faudrait que la RDC puisse sécuriser ses frontières au nord-ouest entre la RCA et la RDC. C'est ainsi qu'on peut commencer, je dis bien commencer, parce que lorsque la RDC va déterminer, va fermer ses frontières, va sécuriser ses frontières, à ce moment-là, on va trouver des solutions maintenant pour dire comment les gérer avec les autres États. Ceux qui voudront bien rentrer, ils vont rentrer. Ceux qui voudront rester en RDC doivent maintenant suivre les lois du pays. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Mamiki, de nous avoir parlé des violences communautaires à Ango, dans le Bawele. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, professeur de l'Université de Kisangani et consultant des PAX dans le Bawele. C'est la fin de ce 15e numéro de Lolaka Yaouele, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Utafiti Ya Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lolaka Yaouele. Au revoir.